Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. L'émission d'aujourd'hui va être très originale puisque j'ai en ligne le docteur Michel de Lorgeril. Bonjour. Bonjour madame. Alors, Michel de Lorgeril, vous nous arrivez avec un livre aux éditions Thierry Soucard sur l'horrible vérité sur les médicaments anti-cholestérol avec un sous-titre « Comment les statines empoisonnent en silence ». Pourriez-vous nous en dire quelques mots déjà sur le premier titre qui est lui-même tout à fait complet? Je vous écoute. Alors les médicaments anti-cholestérol, ce sont des molécules, c'est des produits chimiques qui interfèrent avec la physiologie du cholestérol. Et la physiologie du cholestérol est indispensable à toutes nos cellules. C'est un système vital pour les cellules et les tissus. Et si on interfère avec ce métabolisme, on a immédiatement des effets toxiques. Et donc ce livre cherche à montrer les interférences entre ces médicaments, qui sont des poisons des cellules, et la physiologie cellulaire. Alors Michel, avant même de revenir sur la façon d'être du cholestérol, en fait, la fabrication et son mode de véhicule, pourriez-vous définir un petit peu pour les auditeurs ce que sont que les statines? Alors les statines sont des médicaments qui bloquent un système enzymatique qui est très précoce dans la voie de synthèse du cholestérol, dans toutes les cellules donc, y compris dans le cerveau, et ça c'est très important. Ça bloque un système enzymatique qu'on appelle l'HMG-CoA-réductase et inéluctablement ça va entraîner un déficit en cholestérol dans les cellules. C'est ce déficit en cholestérol-là qui provoque une réaction de l'organisme en fait. L'organisme est en manque, il va multiplier au niveau des cellules, et notamment au niveau du foie, des récepteurs, des espèces de pompes aspirantes du cholestérol circulant, ce qui entraîne une diminution du cholestérol dans le sang. Et c'est ça qui est supposé être favorable à la santé, ce qui est absolument pas démontré. En ce sens que le principal cholestérol, c'est pas celui qui est en circulation, c'est celui qui évidemment est dans les cellules et dans les tissus. Fabriqués par les tissus eux-mêmes. Alors il y a deux sources, voilà, ça c'est important, c'est ce que j'explique dans le livre, il y a deux sources de cholestérol, il y a le cholestérol alimentaire, et puis il y a le cholestérol qui est fabriqué par chaque cellule en fonction de ses besoins. Certaines cellules sont tellement occupées à consommer, à utiliser le cholestérol pour faire autre chose, par exemple les ovaires ou les testicules font des hormones sexuelles, et c'est leur principal travail, c'est de fabriquer des hormones sexuelles à partir du cholestérol. Elles fabriquent de la testostérone ou elles fabriquent des hormones sexuelles féminines, l'estradiol, etc. Bon, et elles sont tellement occupées à faire ça qu'elles ne fabriquent pas beaucoup de cholestérol. Et donc elles vont se servir dans la circulation sanguine, qui est elle-même alimentée, c'est un peu comme un autoroute, des magasins et puis des usines à fabriquer des aliments. Et donc la grosse usine à fabriquer du cholestérol dans notre organisme, c'est le foie. Et donc le foie met en circulation en fonction des besoins, c'est le cerveau qui commande à ça, en fonction des besoins des différents organes périphériques. Donc par exemple à la ménopause, quand les ovaires arrêtent de fabriquer des hormones sexuelles, tous les tissus qui manquent d'hormones sexuelles envoient au cerveau un message et on n'a pas d'hormones sexuelles. Alors le cerveau il envoie au foie un message, envoie donc du cholestérol vers les ovaires de telle manière que les ovaires fabriquent du cholestérol, bien qu'ils en soient incapables. Ils sont fatigués, ils sont en fin de vie les ovaires au moment de la ménopause. C'est la même chose d'ailleurs pour les testicules au moment de l'andropause. Et évidemment, cette augmentation de la circulation du cholestérol dans le sang, que tous les médecins observent au moment de la ménopause, est une réaction normale et qu'il faut respecter. Et si on va un peu plus loin et qu'au lieu de laisser faire les choses, on donne des hormones sexuelles de remplacement aux femmes à la ménopause ou aux hommes au moment de l'andropause, on observe deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est une diminution du cholestérol. Les hormones sexuelles de substitution diminuent le cholestérol en circulation. C'est normal puisqu'il sa circulation avait augmenté pour répondre au déficit en hormones. Et on observe par la même occasion
Ça a été difficile à admettre par les médecins, mais on observe une augmentation du risque cardiovasculaire. Est-ce qu'il n'y a pas une plus belle démonstration que l'innocence du cholestérol? En même temps, au moment de la ménopause, quand vous donnez des hormones sexuelles, à la fois le cholestérol diminue et le risque cardiovasculaire augmente sous l'effet des hormones de substitution. En compte de Lorgeril, j'ai envie de vous demander tout de suite, comment réagissent les patients? Comment réagissent les patients lorsqu'on leur prescrit des médicaments anticholestérol du type statine? Alors, vous avez évidemment toute une variété de patients, ceux qui acceptent d'emblée le traitement parce qu'ils font confiance, les yeux fermés à leur médecin, c'est quand même la majorité. Et puis, il y a un certain nombre de patients qui sont sceptiques et qui ont entendu parler de la polémique, des controverses autour des médicaments anticholestérol et qui se demandent est-ce que c'est vraiment efficace? Et s'ils ont lu les livres du professeur Even ou du docteur de Lorgeril, ils pensent que c'est pas efficace. Pourtant, ils vont en général accepter quand même le traitement en se disant si c'est pas utile pour diminuer le risque cardiovasculaire, je suis pas tout à fait sûr, mais on sait jamais. Au moins, ça ne me fait pas de mal. En fait, il y a aussi c'est vrai que l'erreur est malheureuse, c'est que ces médicaments en fait sont extrêmement toxiques. Et croire que malgré tout on peut échapper à ces complications, à cette toxicité, c'est une illusion complète. C'est une illusion parce que certains patients ont des symptômes très importants et ces symptômes ils apparaissent très rapidement après le début des traitements, même quelquefois avec des petites doses. Alors c'est les pertes de mémoire, c'est les troubles du sommeil, c'est les douleurs dans les muscles, c'est des douleurs tendineuses, etc. Ou alors des troubles gastro-intestinaux, des douleurs à l'estomac, etc. Mais malheureusement, les principales complications de la toxicité des statines et des médicaments anticholestérol en général, c'est l'absence de symptômes, c'est une toxicité silencieuse. Et la toxicité silencieuse, la pire évidemment, c'est d'aider à l'émergence de cancers. Alors on ne sait pas très bien si ces médicaments provoquent les cancers ou si simplement ils démasquent des cancers qui étaient jusque-là dormants. Mais c'était vraiment un problème majeur qui a été discuté et qui est discuté depuis 40 ans. Est-ce que le cholestérol protège des cancers et est-ce que diminuer le cholestérol avec des médicaments augmente le risque de cancer? Je pense que maintenant on a la réponse, définitivement on a la réponse. La réponse c'est oui, le cholestérol protège des cancers, on a intérêt à avoir un cholestérol élevé pour se protéger des cancers et quand on diminue le cholestérol avec des médicaments, on augmente automatiquement son risque de cancer. Alors Michel de Lorgeril, à quel niveau, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et ça va permettre aux auditeurs de découvrir ou de redécouvrir, à quel niveau agissent les statines et comment diminuent-elles le cholestérol qui circule dans le sang? Parce qu'en fait c'est une question concrète pour l'auditeur. Oui, en fait les statines agissent sur le métabolisme intracellulaire du cholestérol. C'est-à-dire qu'ils bloquent la synthèse du cholestérol par les cellules, et comme les cellules manquent de cholestérol du fait du blocage de leur synthèse, car chaque cellule est capable de fabriquer du cholestérol, elles vont aspirer littéralement le cholestérol qui est en circulation dans le sang, et c'est ça qui provoque la diminution du cholestérol circulant. Et en fait, c'est sans intérêt de diminuer le cholestérol dans la circulation, une fois qu'on a compris que, contrairement à ce que l'on dit, le cholestérol en circulation ne bouge pas les artères. L'idée que le cholestérol puisse infiltrer la paroi des artères et les boucher est fausse, totalement fausse. Jamais personne n'a pu montrer une chose pareille. Et quand on fait des autopsies des gens qui sont morts d'un infarctus ou d'un accident vasculaire cérébral, on ne voit jamais du cholestérol qui bouche l'artère. Ça n'existe pas. Et si vous allez sur un site internet, via Google ou n'importe quoi, et que vous demandez à votre site internet des images, des photos d'autopsie, vous ne verrez jamais de cholestérol, vous ne verrez que des graphiques, dessins montrant des artères bouchées par le cholestérol, mais jamais de la réalité. Et oui, ce qui est le plus important à comprendre là dans le message que je suis en train d'essayer de vous faire passer, c'est que le cholestérol il est surtout important pour la vie de la cellule, pour la vie des tissus. Celui qui est en circulation, il ne sert qu'à alimenter des tissus qui en manquent. C'est le foie en général, quand on est à jeun en tout cas, c'est le foie qui fabrique du cholestérol pour les autres organes, il le met en circulation et ce cholestérol, eh bien, il est destiné à différents tissus, notamment les ovaires, les surrénales, pour fabriquer des hormones, soit les hormones du stress, soit les hormones sexuelles, même chose avec les testicules et la testostérone. Mais ce qui est le plus important,
important, évidemment, c'est le cholestérol intracellulaire. Et celui-là, il ne faut pas en manquer. Parce que si une cellule manque de son cholestérol intracellulaire, elle est malade. Et c'est absolument caractéristique au niveau du cerveau. Quand on étudie des gens qui ont un déficit de synthèse du cholestérol, alors ils ont des maladies du système immunitaire et surtout des maladies du système nerveux central. Ils sont malheureusement gravement malades au niveau du cerveau. Alors Michel Delorgeril, comment évaluer la toxicité des médicaments anti-cholestérol ? Alors c'est un point extrêmement important et c'est pour ça qu'il y a une controverse, parce que comme je vous disais, les principaux signes de toxicité en fait sont silencieux. Je vous ai expliqué le problème des cancers, mais la neurotoxicité, la toxicité cérébrale des statines par exemple, est difficile à identifier. Si cette toxicité survient très rapidement après le début de la prescription, c'est-à-dire par exemple des troubles de mémoire, les patients vont assez vite dire c'est depuis que je prends ce médicament que j'ai des troubles de mémoire. Si c'est des troubles du sommeil, même chose, c'est-à-dire tiens, depuis que je prends ce médicament, j'ai des troubles du sommeil. Mais vous voyez que à partir d'un certain âge, tous, plus ou moins, on a des petits troubles de la mémoire de temps en temps et des troubles du sommeil. Tout le monde ne dort pas parfaitement comme des bienheureux. Et donc si la toxicité, si ces troubles de la mémoire ou des troubles du sommeil surviennent à distance du début de la prescription, et c'est normalement comme ça que ça arrive, parce que évidemment la toxicité, à moins qu'on soit hypersensible à ces médicaments, elle survient quelques mois ou quelques semaines après le début de la prescription. En général, les gens ne font pas la relation entre ces troubles, cette neurotoxicité, les troubles de la mémoire et les troubles du sommeil, c'est de la neurotoxicité, c'est pas la relation avec la prise de médicaments. Imaginez-vous qu'il a fallu attendre près de 30 ans de prescription pour que la Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'autorité sanitaire aux États-Unis, exige des industriels des statines qu'ils indiquent sur leur boîte qu'il y a une toxicité cérébrale, donc des troubles de la mémoire des statines. Eh bien, ça n'est pas encore clairement indiqué sur les boîtes vendues en France. Vous voyez un peu le décalage qu'il y a entre la réalité et les faits. Entre la réalité et les faits tels qu'ils sont présentés par, malheureusement, les autorités sanitaires ou les médecins. Un autre point très très important qui est aussi silencieux, c'est le diabète. Il a fallu aussi 30 ans pour que l'on admette que les statines provoquent le diabète. Aujourd'hui, sur une récente étude américaine qui est la meilleure étude qu'on ait jusqu'à présent, on estime que sur 3-4 ans, l'augmentation du risque de diabète chez les militaires américains en bonne santé et plutôt jeunes est de 100%. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez 10 000 militaires américains et que sur ces 10 000 en 10 ans, il y en a 1000 qui fassent un diabète, on a une épidémie de diabète à l'heure actuelle dans les pays occidentaux, et si vous leur donnez une statine, au lieu d'en avoir 1000, vous en aurez 2000. C'est un doublement, donc c'est énorme. Et ça explique en partie l'épidémie de diabète que nous avons dans nos pays actuellement. Alors vous voyez, neurotoxicité, diabétogène, cancérigène, c'est énorme et c'est pour le moment comme si ça n'existait pas. Les médecins ne le savent pas, ils n'ont pas compris et les autorités sanitaires ne donnent pas l'alerte. Alors Michel Delorgeril, statines et maladies oculaires, des MLA, cataractes, rétino-diabétiques, glaucome, où en êtes-vous? Alors, concernant les maladies oculaires, comme je l'explique dans le livre, c'est difficile d'être très affirmatif parce que, comme vous savez, les médecins n'ayant pas été alertés, les patients non plus, eh bien, ils ne font pas la relation entre la prise de médicaments, la diminution du cholestérol et les pathologies oculaires. Donc, il faut être prudent. Ceci dit, il est maintenant admis que ces médicaments augmentent le risque de développer une cataracte. Et malheureusement, c'est une cataracte qui est sévère quand elle survient chez les patients qui sont sous statine et qui nécessite en général de la chirurgie. Donc on pense aussi que ça augmente le risque de DMLA. J'en dirai pas plus, c'est déjà énorme. C'est énorme. Concernant la DMLA, ça peut être cohérent parce que les statines provoquant carrément des calcifications, on peut très bien imaginer que les drusènes puissent être la conséquence. En tout cas, ça n'arrange pas. Oui, mais je ne dirai pas plus parce que je ne dispose pas de données solides permettant... Oui, je ne commente dans mon livre que les données absolument robustes qui me permettent d'être très affirmatif. Donc, DMLA peut-être, cataracte sûr.
Glaucome. Cancer sûr. Oui. Neurotoxicité sûre. Diabète sûr. Et AVC. Alors, voilà, on a un gros problème avec les accidents vasculaires cérébraux parce que, comme vous savez, ça devient plus compliqué là, hein, parce qu'il y a, je résume, hein, vraiment, je m'excuse parce que non, mais je comprends tout à fait. Sinon, on pourrait faire une émission de 3 heures. Cérébraux, on va dire ça, ceux qui sont ischémiques par manque d'oxygène parce que plus ou moins une artère a été bouchée, et puis ceux qui sont dus à des hémorragies. Alors, on a maintenant clairement l'évidence que, en tout cas, les statines n'empêchent pas les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. On l'a dit, mais c'était pas vrai, et les études qui ont montré ça sont des études qui sont falsifiées. On va dire, où les erreurs statistiques sont tellement énormes qu'on se demande comment des neurologues puissent encore prescrire ces médicaments pour la prévention des AVC ischémiques. Concernant les AVC hémorragiques, ça, on a eu des alertes déjà, mais récemment, on s'est rendu compte que grâce à l'imagerie cérébrale qui a fait des progrès extraordinaires, on s'est rendu compte que les statines provoquaient des micro-hémorragies dans le cerveau. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et si ça provoque des micro-hémorragies, ça renforce l'idée que ça puisse aussi provoquer des hémorragies cérébrales. En fait, ce qui est quand même un petit peu, ce qui interpelle, c'est que beaucoup de médecins, en parlant des anticholestérols, parlent de prévention secondaire. Et ça interpelle. Alors voilà, donc là, si vous voulez, il y a eu une période où certains médecins disaient qu'il fallait donner des médicaments anticholestérol à tout le monde. Certains disaient même que, même aux enfants, certains le disent encore. Mais il y a eu quand même une prise de conscience parmi les médecins qu'il fallait quand même pas exagérer, il fallait pas trop charger la barque. Et nous sommes dans une période de reflux où les prescripteurs semblent vouloir se localiser sur deux monticules défendables selon eux. C'est la prévention secondaire, c'est-à-dire la prescription de médicaments anticholestérol chez des gens qui ont déjà fait un infarctus, ou bien dans les cas de ce qu'on appelle hypercholestérolémie familiale. Mais là aussi, c'est extrêmement confus, douteux. Donc je préfère laisser de côté la question des hypercholestérolémies familiales et renvoyer vos auditeurs au livre. Alors, Michel Delorgeril, je pense que tout va vers la création d'un collège de réflexion, surtout après le scandale du Mediator, hein, qui reste quand même très présent aux esprits. Je ne sais pas si c'est présent aux esprits, mais moi j'ai un peu l'impression que les gens ont déjà oublié. Et effectivement, hein, je crois que l'heure est venue de remettre les choses à plat, de regarder de manière sereine, rationnelle, scientifique, quel est l'état des lieux, quelles sont les données solides sur lesquelles on peut s'appuyer pour refaire, si je puis dire, revoir toute la question du rôle du cholestérol dans les maladies cardiovasculaires, du rôle du cholestérol dans la prévention d'un certain nombre de pathologies, les maladies infectieuses, le diabète, les cancers, etc. Et quelle est la place réelle des médicaments anticholestérol. Je pense qu'il est urgent de revoir ça, et il est urgent de réunir de vrais experts. Et quelque chose qui est fascinant, c'est de voir les déclarations publiées par la Haute Autorité de Santé et de voir que les gens qui participent à l'élaboration de ces déclarations sont souvent soit des gens qui n'ont aucune expertise, on met même des pharmaciens d'officine dans le comité chargé de rédiger ces déclarations, ou bien des gens qui sont des experts, que je mettrai en guillemets, mais qui ont des liens très étroits avec l'industrie pharmaceutique. Donc ce que nous voulons, et vraiment, je demande à tous vos éditeurs d'aller signer la pétition que nous avons mise en ligne, nous voulons des experts, des vrais, et que ces experts soient totalement indépendants de l'industrie pharmaceutique. Alors pour trouver la pétition, c'est facile, hein, vous tapez sur Google pétition et cholestérol, et troisième ligne, vous trouvez la pétition, vous la lisez, et puis s'il vous plaît, vous la signez, et vous la faites signer à tous vos amis, vos voisins, vos collègues de travail. Donc pas parce qu'on prétend avoir absolument raison, mais parce qu'on pense qu'il est l'heure maintenant de faire un bilan général de cette question. Merci Michel Delorgeril. Je rappelle votre excellent livre « L'horrible vérité sur les médicaments anticholestérol. Comment les statines empoisonnent en silence » qui est paru aux éditions Thierry Soucard. Merci Michel. Mais c'est moi qui vous remercie de votre accueil. Quant à moi, chers amis, je vous dis
À la semaine prochaine, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.